Monsieur le recteur de l'Académie de Lyon, chancelier des universités, Monsieur le représentant de Monsieur l'ambassadeur du Brésil en France, Monsieur le vice-président représentant le président du Conseil régional Rhône-Alpes, Monsieur le vice-président représentant le président du Conseil général de Rhône, Monsieur l'adjoint au maire représentant le maire de Lyon, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le président du comité scientifique international du programme européen COST P9, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues et chers amis, je suis le professeur Joseph Lieto, vice-président délégué du conseil scientifique de l'université Claude Bernard, et au nom du président de Bouzy, j'ai le plaisir et le grand honneur de vous accueillir au sein de notre université pour la cérémonie de remise des insignes de Dr honoris causa à messieurs les professeurs Mario Novello et Tilman Marc. Je prie maintenant mon collègue le professeur Edgar Herbaz, parrain du récipiendaire Mario Novello, de bien vouloir prendre. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi de vous présenter Mario Novello. Nous sommes amis et collaborons depuis de nombreuses années. Je suis honoré d'avoir à décrire sa carrière et d'évoquer les extraordinaires progrès accomplis dans son domaine de recherche, la cosmologie. M. Mario Novello est de nationalité brésilienne. Il vient tout juste de fêter ses 60 ans. Après des études effectuées à Rio de Janeiro et à Brasilia, il a passé 3 années à Genève chez le professeur Rio et obtenu son doctorat en 1972 sur un sujet qui préfigure une grande partie de ses recherches ultérieures, la gerte de l'espace-temps. Il a ensuite effectué un séjour post-doctoral d'une année à Oxford dans le laboratoire d'astrophysique du professeur Sciama et obtenu une bourse Guggenheim en 1976. De retour à Rio, il entre au CBPF, le Centre brésilien de recherche en physique, et tout en développant ses activités de chercheur, il donne différents cours dans le domaine de la relativité générale, activité qu'il poursuit toujours d'ailleurs, puisqu'il enseigne aussi bien à Rio de Janeiro qu'à Sao Paulo. Il occupe tout de suite différents postes de responsabilité, chef de groupe, puis directeur de département, puis directeur adjoint du laboratoire de cosmologie et physique expérimentale et aux énergies qui vient d'être créé. Il est depuis 1985 directeur du laboratoire de relativité générale et gravitation au CBPF à Rio de Janeiro. Lorsque le ministère brésilien de la Science et de la Technologie a envisagé de créer un laboratoire national de gravitation et cosmologie, l'ICRA, c'est à Mario Novello qu'il s'est adressé pour élaborer un projet, car c'est grâce à lui que de nombreux chercheurs brésiliens dans beaucoup d'universités du pays travaillent dans ce domaine. Attaché à la communication scientifique, il organise en effet tous les 2 ans l'École internationale de gravitation et cosmologie de Rio de Janeiro, véritable pépinière pour jeunes chercheurs de toute l'Amérique latine. La 11e édition de cette école est ainsi programmée pour juillet prochain. Mario Novello parle couramment le français et il a même publié un de ses premiers ouvrages, Cosmos et Contexte, en français, traduit plus tard en portugais. Familier de notre pays et de nos universités, il est régulièrement invité aussi bien à Lyon qu'à Marseille et à Paris pour y travailler ou pour y donner des conférences. Il est aussi un habitué des médias et intervient régulièrement à la télévision brésilienne sur des sujets directement liés à ses recherches ou sur des sujets scientifiques plus généraux touchant à notre société ou à la philosophie des sciences. Il a publié plus de 150 articles scientifiques dans des revues internationales et plusieurs ouvrages, dont certains destinés au public non scientifique. Avant de parler des recherches de Mario Novello, il faut replacer la cosmologie dans son contexte actuel. Lorsqu'en 1915, Albert Einstein a publié la théorie de la relativité générale, théorie géométrique de la gravitation, très peu de physiciens dans le monde étaient à même de comprendre la puissance et la portée de celle-ci. Pendant une 50aine d'années, la relativité générale est restée une théorie mathématique enseignée comme une spécialité pour mathématiciens. La première évolution est venue après 2 grandes découvertes. Tout d'abord, celle du décalage spectral vers le rouge de la lumière venant des étoiles par Hubble indiquait une probable expansion de notre univers. La mesure ensuite, en 1963, par Penzas et Wilson, de rayonnement cosmique fossile homogène isotrope de 3 degrés Kelvin, apportait la preuve que notre univers est en effet en expansion. Cela a été le début de la grande vogue du modèle du Big Bang, diffusé juste que dans le grand public par les médias. La deuxième révolution
est venu quand les physiciens nucléaires et les physiciens des particules ont introduit leurs méthodes expérimentales et théoriques extrêmement sophistiquées dans ce domaine, et nos collègues lyonnais participent à ce développement. En même temps, le lancement de sondes spatiales et de télescopes satellisés permettait la détection de la lumière venant d'étoiles et de galaxies plus lointaines et de remonter dans le temps plus proche de leur création. Maintenant, astrophysique, physique spatiale, physique nucléaire atomique, physique des particules sont associées pour accéder à une meilleure compréhension de notre univers. Ce domaine de recherche est d'une richesse et d'un dynamisme extraordinaire, et régulièrement les médias annoncent de nouvelles découvertes. Planètes hors de notre système solaire, expansion accélérée de l'univers, matière et énergie noire représentant 90% de l'existant, observation de galaxies lointaines par utilisation de l'antigravitationnel, évaluation de cette fameuse constante cosmologique d'Einstein associée à l'énergie du vide. Mario Novello a publié de très nombreux articles scientifiques sur tous ces problèmes. Dans la période allant de 69 à 75, il concerne la physique des particules. Équation de Dirac dans un espace de Veil, transformation de jauge et opérateur de moment multipolaire, origine de la masse du neutrino, différence de masse entre le muon et l'électron. Dès 1971, Novello privilégiait l'existence d'un neutrino massif, alors que le modèle standard prônait un neutrino sans masse, et il a fallu attendre les années 2000 pour valider l'hypothèse de neutrino ayant une masse faible mais non nulle. Mario Novello commence par ailleurs à s'intéresser à la gravitation et à la cosmologie, puisqu'il publie dès 1972 une étude sur la dépendance cosmologique de l'interaction faible, en 1973 un nouveau modèle de l'interaction gravitationnelle. C'est à partir de 1975 qu'est prise une orientation définitive vers les problèmes de gravitation et cosmologie. Il s'intéresse en effet d'abord à une généralisation de la théorie d'Einstein en présence de tension dans l'espace-temps, puis à un modèle cosmologique statique inhomogène aux excitations du champ gravitationnel. Deux publications de l'année 79 sont à souligner. La première concerne les photons non linéaires dans l'univers, et la seconde décrit la formation des galaxies par fluctuation du vide quantique dans le champ gravitationnel. Deux concepts qui sont encore d'une grande actualité. Mario Novello attaque toujours de front les questions fondamentales, demandant si la violation de la parité est un effet d'évolution cosmologique, ou proposant un autre modèle d'univers avec un espace-temps intégral de Veil, ou encore étudiant le confinement dans un univers de Gödel. La relativité générale, n'excluant pas la possibilité d'existence de courbes du genre temps refermées sur elles-mêmes, de nombreux auteurs ont exploré dans ce domaine dans des revues scientifiques de haut niveau. Et Novello a publié quelques articles sur ce sujet, et même un ouvrage grand public, Le cercle du temps, faisant un sort aux machines à remonter le temps, cher aux auteurs de science-fiction. Je vais décrire à partir d'un exemple simple l'orientation plus récente de ces recherches. L'idée fondamentale de la relativité générale repose sur la courbure de l'espace-temps en présence de matière ou de rayonnement. Si on utilise une image bien connue, celle des mirages optiques produits par grande chaleur du fait d'un indice de réfraction de l'air qui varie avec l'altitude, on explique très bien le phénomène en montrant que les rayons lumineux suivent alors des trajectoires courbes. On a conservé le cadre habituel, c'est-à-dire l'espace-temps plat, sans courbure, et la trajectoire des rayons lumineux est courbe. Un autre point de vue consiste à considérer que dans ces conditions d'observation, l'espace-temps est devenu courbe et les rayons lumineux ont suivi la trajectoire la plus économique du point de vue énergétique et géodésique de cet espace-temps. C'est exactement le point de vue défendu par la théorie géométrique de la gravitation, de la relativité générale d'Einstein. Une autre approche possible est donc de conserver un espace-temps plat, de ne pas toucher au cadre habituel de la physique et de chercher comment les trajectoires des particules, fermions pour les particules de matière ou bosons pour les particules de rayonnement, sont modifiées. C'est une nouvelle approche qui a été développée dans différents articles par Novello et ses élèves, et à laquelle j'ai moi-même participé. Une variante de la théorie électromagnétique montre qu'un terme non linéaire induit une courbure de l'espace-temps pour les photons, c'est-à-dire pour la lumière. Il est donc naturel d'admettre que la non-linéarité de la force de gravitation, ressentie par toutes les particules, induit la courbure de l'espace-temps. Ces recherches ont donné lieu à de nombreuses publications, pouvant conduire à des effets non encore validés par les observations. Par exemple, le fait que l'interaction gravitationnelle pourrait se propager à une vitesse différente de celle de la lumière. Et je laisserai à Mario Novello le soin de vous décrire peut-être lui-même ses recherches actuelles et quelques-unes de ses publications récentes. Mon cher Mario,
J'espère que cette présentation succincte et rapide de ta carrière scientifique reflète à peu près ton apport à la science. Je dois en tout cas te remercier de ces nombreuses années de collaboration pendant lesquelles nous avons publié de nombreux articles et ouvrages de cosmologie ensemble. Tu portes à bout de bras l'école de cosmologie de Rio de Janeiro, dans laquelle sont passés des cohortes de chercheurs travaillant maintenant dans des laboratoires ou des universités du monde entier. Les travaux scientifiques et les nombreux engagements internationaux auxquels tu dois répondre ne t'empêchent pas de t'intéresser à la communication scientifique vers tous les publics, ce que nous considérons tous les deux comme une mission importante. Je suis donc heureux et fier que notre université reconnaisse tes mérites en te décernant le titre de docteur honoris causa. Je t'adresse mes plus sincères, chaleureuses et amicales félicitations. N'est pas bien habitué. Je vais donner la parole. En tant que président de l'université Claude Bernard, je voudrais tout d'abord remercier M. le recteur de nous faire l'honneur de participer à cette cérémonie toujours officielle et relativement rare pour l'université Claude Bernard puisque nous avons pris la décision de ne faire qu'une cérémonie par an. Mais je souhaite qu'elle soit solennelle. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, parfois de très loin, et qui ont consacré un peu de leur temps à cette distinction de deux de nos collègues. Je vais donc passer à la cérémonie officielle de remise. Donc, au nom de l'université Claude Bernard Louvain, du ministère des Affaires étrangères, j'ai l'honneur de vous remettre le signe et le diplôme de docteur honoris causa de l'université Claude Bernard. Et la médaille de l'université. Monsieur le Président, je vous remercie de votre accueil. Je remercie l'Université de Lyon pour cette distinction que j'ai l'honneur de recevoir en ce moment. J'aimerais aussi remercier mes amis collaborateurs français de Lyon et d'autres centres de recherche en France, en particulier les centres de physique théorique de Marseille, l'Université de Marseille, l'Institut Poincaré, l'Université de Paris et l'Université de Provence. Parmi autant d'amis et de collaborateurs, j'aimerais mentionner tout particulièrement le professeur Ricard Libas, qui est en vérité bien plus qu'un très actif collaborateur de nos recherches scientifiques, mais un vrai ami de toutes les heures. Ça a été un véritable plaisir de travailler avec lui et de faire avancer nos recherches sur la cosmologie, surtout les raisons de ses idées toujours très profondes sur la relation entre le monde quantique et la théorie de la gravitation. Dans les dernières années, je me suis surtout intéressé à étudier l'influence des aspects cosmologiques sur les interactions, les modifications et les divers processus élémentaires que l'on observe dans le laboratoire dus aux effets cosmologiques. D'autre part, j'ai été conduit à étudier la contrepartie de cela, c'est-à-dire les conséquences de ces modifications sur l'évolution de l'univers lui-même. Je n'ai pas l'intention de vous donner une liste de ces modifications, car elles sont très nombreuses, mais seulement pour vous donner une petite idée de cette question, je peux vous dire que des effets de modification de l'interaction électromagnétique apparaissent. À partir de cela, nous avons réussi à obtenir des modèles cosmologiques non singuliers qui permettent d'examiner ce qui se passa avant le Big Bang, avant les moments de contraction maximale de l'univers. Par le même traitement, moi et mon groupe de recherche au Centre brésilien de recherche physique, au CBPF au Brésil, nous avons réussi à montrer que la propagation de discontinuité du champ non linéaire fait apparaître une nouvelle métrique, ce que nous avons appelé les métriques effectives, et qui détermine une nouvelle ordre causal dans le monde. Pour vous montrer un résultat inattendu de ces recherches, je citerai la possibilité de produire un trou noir d'origine non gravitationnelle dans un laboratoire terrestre. Cela a été réalisé en collaboration avec l'Université de Lyon, en particulier avec mon ami Elbas.
mais plutôt que vous parler de ces résultats techniques récents que j'ai eu déjà l'occasion de discuter avec beaucoup d'entre vous, j'aimerais vous raconter quelques mots en paix du chemin que j'ai choisi de parcourir au cours de mes recherches scientifiques. Je crois pouvoir donner une synthèse du principe qui a guidé toute ma carrière en disant que j'ai toujours essayé d'éliminer les diverses barrières imposées par la théorie dominante responsable de notre représentation scientifique du monde. En principe, on pourrait croire, avec un regard naïf selon lequel la science est un instrument de la raison en dehors de toute forme d'engagement social, que cette déclaration est une attitude normale, conventionnelle, intrinsèque à la propre méthode scientifique. Néanmoins, la pratique, hélas, en est bien éloignée. C'est ce principe très général qui a guidé mon parcours dans diverses occasions où un carrefour s'est présenté dans mon cheminement scientifique. Pour exhiber et soutenir une telle assertion, je m'emploierai ici à vous présenter deux exemples. Je commencerai par la question cosmologique par excellence, à savoir, doit-on identifier les scénarios du Big Bang au commencement du tout? Aujourd'hui, cette question semble complètement dehors du cadre de la science. Il est même difficile de croire que pendant les 3 dernières décennies du XXe siècle, cette interprétation naïve et bordant l'irrationnel a été tellement répandue qu'aujourd'hui encore, les moyens de communication en parlent comme s'il s'agissait d'une vérité démontrée par la science. D'ailleurs, à cette époque-là, il était presque impossible d'étudier la question cosmologique sans avoir l'obligation d'accepter cette identification de la théorie du Big Bang avec le moment initial de tout ce qui existe. À cette époque, presque tous mes efforts des travaux en cosmologie étaient consacrés d'une part à trouver des modèles où cette singularité initiale n'existait pas, et d'autre part à essayer d'extirper des diverses théories singulières de l'univers, et en particulier des fameux théorèmes de singularité, cette dose excessive de dogmatisme dans laquelle, de temps en temps, un modèle mathématique du monde peut nous conduire. Je me suis donné la tâche d'apporter la dimension exacte qu'on devrait attribuer à des brillants résultats mathématiques concernant les comportements de la géométrie du monde dans des situations très spéciales, ce qu'on appelle les singularités classiques. Comme deuxième exemple de cette attitude qui a orienté mes recherches, j'aimerais vous parler d'une situation bien particulière dans le cadre général de la pensée scientifique qui sert à singulariser la cosmologie parmi toutes les sciences de la nature. On peut la résumer dans la réponse donnée à la question « Qu'est-ce que c'est que la cosmologie ?» Pour faire comprendre mon point de vue, je présente une toute petite synthèse historique de cette science pour aboutir à une définition à laquelle j'ai adhéré. Février 1917, à ce moment, Einstein entreprend une tentative d'appliquer sa récente théorie de la réalité générale, vraiment rien d'autre qu'une théorie de la gravitation, à l'univers. Ce faisant, il fonde la cosmologie moderne qui, pendant toute la première moitié du XXe siècle, ne semblait pas destinée à être acceptée comme une véritable science. En ce mouvement, Einstein établit en termes précis, dans la limite des paramètres conventionnels de la science de l'époque, la façon par laquelle ce qu'il appelle la question cosmologique doit être considérée et dans quelle direction la réponse doit être recherchée. Il a produit de cette façon un programme cosmologique qui a orienté toute l'évolution de cette science au cours du siècle dernier. Pour signaler d'un seul coup la cohérence de sa formulation, aussi bien que les conséquences qu'elle pourrait induire, il a conclu son introduction à ce programme en présentant un exemple complet de sa réalisation, ce qu'il appelle un modèle cosmologique, c'est-à-dire l'exécution conjointe de la géométrie et du contenu matériel de l'univers. Ces deux entités, géométrie et matière, ne doivent pas être considérées de façon indépendante, mais au contraire, elles doivent être articulées par la contrainte produite par l'équation qui détermine l'évolution des processus gravitationnels dans la nouvelle théorie. Ce faisant, et même sans les vouloir, il pose une question que je tiens à considérer comme fondamentale, celle de savoir si cette cosmologie, ou n'importe quelle cosmologie future, doit être identifiée à la physique ou si elle doit être traitée comme une activité nouvelle. Est-ce qu'on ne devrait pas se demander s'il est nécessaire d'introduire dans notre description de l'univers quelque chose en plus? Est-ce qu'on aura besoin de quelque hypothèse additionnelle qui ne serait pas déjà contenue dans la physique? Une hypothèse qui certainement s'avérera impossible d'être élaborée à l'intérieur de la physique puisqu'elle n'y ferait aucun sens ou bien elle n'y serait pas du tout nécessaire. Est-ce qu'on devrait introduire quelques propriétés qui ont seulement une signification formelle lorsqu'elles sont applicables à l'univers tout entier et ne donnent origine à aucun phénomène observable localement, lorsqu'elles n'introduisent aucune modification sensible dans notre laboratoire et dans notre voisinage céleste,
Einstein répondra oui à toutes ces questions. En effet, le premier mouvement qui a permis la fondation de la nouvelle cosmologie au XXe siècle est très symbolique. Einstein affirme que sa très récente à peine établie théorie de la gravitation doit être modifiée pour permettre son application à l'univers. Je ne suis pas intéressé ici par les raisons, par les arguments qu'il présente pour soutenir cette orientation, mais plutôt par la forme qu'il utilise pour mettre en œuvre. Puisque ce qui était un jeu, et il reste jusqu'à nos jours, c'était précisément de savoir si la cosmologie crée une telle nouveauté au point d'exiger, lorsqu'elle est appliquée à l'univers, la modification des lois physiques. Voici la question avec laquelle la cosmologie moderne s'ouvre, et elle reste aujourd'hui encore la question fondamentale. La réponse donnée indique sans aucun doute une décision par rapport au regard de la science sur le monde. Voilà qu'Einstein introduit un profond changement dans sa récente théorie en produisant une nouvelle description de la gravitation lorsqu'on s'occupe des questions de la totalité. Pour exhiber cette distinction entre ces deux théories, il est suffisant de comparer les états fondamentaux. La théorie de la réalité générale a pour état fondamental la géométrie de Minkowski qui a été créée pour être adaptable à toute la physique locale. La deuxième théorie, produite à l'intérieur de son programme cosmologique, a comme état fondamental la géométrie de De Sitter, qui a tendance à associer seulement à des effets globaux. Les modèles cosmologiques qu'Einstein nous offre à partir de sa modification de la réalité générale est simple, peut-être même trop simple. Et en plus, il est incapable de produire des prévisions dignes d'être remarquées. Peu de temps après, presque au même moment, d'autres descriptions de l'univers sont apparues avec beaucoup plus de succès et mettant à l'écart ces premiers modèles comme secondaires, sans importance majeure. Et c'est là, à tel point, qu'il a identifié une étape dépassée de l'histoire de la cosmologie par la communauté scientifique d'aujourd'hui. Dans son étude épistémologique historique des théories de la cosmologie contemporaine de la première partie du XXe siècle, Merleau-Ponty va juste soutenir l'idée que ces commencements, cette première tentative d'instituer une cosmologie, finit par un échec. Ceci non seulement en raison des difficultés formelles initiales auxquelles ces modèles se heurtera, mais en plus à cause de son incapacité ultérieure à trouver des explications convaincantes sur des faits observationnels, parmi lesquels celui les plus remarquables de l'évolution de l'univers, sa dynamique, la dépendance temporelle de la géométrie et de la matière. Et pourtant, il faut bien séparer nettement ce qu'on appelle le programme cosmologique d'Einstein de son modèle cosmologique, puisque, même avec ces lourds fardeaux de cette incapacité explicative, même en exhibant les difficultés formelles de ces modèles qu'on connaît bien depuis très longtemps, j'oserais affirmer l'actualité des fondements sur lesquels ce modèle a été créé et sur lesquels repose toute la cosmologie moderne. Mais comment cela est-il possible? En vertu de quelles raisons une expression reconnue comme dépassée peut être encore considérée comme vivante, importante, digne d'être examinée et d'avoir un statut fondamental? Quels devraient être les arguments à invoquer? Sur quelles propriétés ou interprétations puis-je me baser pour donner du sens à cette affirmation? La cosmologie moderne a connu un remarquable succès dans les dernières décennies et donne de plus en plus de démonstrations sensibles qu'elle a définitivement pas dépassé ces difficultés toujours associées à sa formulation originale et en s'éloignant de plus en plus de son commencement spéculatif pour aboutir à un exemple conventionnel d'une quelconque science articulant théorie et observation. Alors comment est-il possible que malgré tant de progrès, j'ose affirmer qu'elle n'a pas encore dépassé les cadres formels établis par Einstein à une époque à laquelle la cosmologie exhibait sans subterfuge ses difficultés en acceptant d'être caractérisée alors comme purement spéculative. D'où pourrions-nous extraire des bons arguments pour donner du sens et plus important encore, pour soutenir cette affirmation? Pour comprendre cela, nous devons parcourir un petit chemin qui nous conduirait à examiner, ne fût-ce que brièvement, quelques moments importants de l'histoire de la cosmologie au XXe siècle. Tous les modèles qui ont succédé au premier modèle cosmologique, avec juste une seule exception, ont utilisé les prémices avec lesquelles Einstein a organisé l'univers. Quelques-uns en acceptant ces prémices dans leur formulation originale, d'autres en niant quelques-unes ou même en montrant une confrontation directe avec d'autres, mais tous ont structuré ces modèles en rapport à ce qui a été élaboré par Einstein dans sa fondation de la cosmologie moderne, à travers son programme qu'il appelait d'une façon très symbolique la question cosmologique. En caractérisant ce qui serait pour lui la fonction de cette science, il établit avec rigueur et précision ce qui devrait être pensé comme étant d'une nature cosmologique. On conclut alors
que même si les modèles d'Einstein ne représentent pas la version actuelle de la cosmologie, toute tentative pour aller au-delà du programme dans lequel il a été élaboré devrait inéluctablement produire d'abord la déqualification de quelques-unes de ces hypothèses, parmi lesquelles la plus fondamentale est précisément celle qui constitue la frontière entre les programmes originaux d'Einstein et la science traditionnelle. La base de ce programme a été organisée en acceptant l'hypothèse que la cosmologie ne s'épuise pas dans la physique. Pour comprendre comment la cosmologie a pu s'organiser, on doit commencer par la caractérisation qui a été entreprise pour la singulariser et pour comprendre quel était l'objet de cette science. C'est-à-dire, de quoi s'agit-il lorsqu'on s'occupe de la cosmologie? Quel est le but de cette science? La première réponse qui nous est donnée semble raisonnable, sûre, mais ne nous révèle pas grand-chose, ne nous satisfait pas et certainement ne doit pas nous contenter. Elle nous dit provisoirement que le but de la cosmologie est de décrire et de faire comprendre un accord avec les lois de la physique, les propriétés caractéristiques de l'univers naturel considéré comme un tout. Mais qu'est-ce qu'on nomme univers? On pourrait être tenté d'accepter la définition simpliste selon laquelle l'univers devait être identifié avec la totalité de l'espace, du temps, de l'énergie et de la matière. Ipso facto, cette caractérisation conduit la cosmologie en position de sciences plus fondamentales et en même temps la projette dans un territoire nuageux qui permettrait d'identifier comme ayant une nature non scientifique. C'était précisément l'acceptation simpliste de cette définition qui a produit tout au long de la première moitié du XXe siècle les difficultés formelles qui rendaient la cosmologie impossible d'être acceptée comme une vraie science conventionnelle. La raison de cela était liée à l'impossibilité factuelle d'observer son objet d'étude, cette totalité. En effet, toute observation dans la physique, comme dans n'importe quelle science, est limitée dans l'espace et dans le temps. Toute observation, n'importe quelle mesure, doit se subordonner à cette limitation qui n'est rien d'autre que la condition restreinte associée à celui qui observe, les scientifiques, en acceptant ces expérimentations. Alors, il s'ensuit que les questions concernant un concept aussi vaguement caractérisé, la totalité de ce qui existe, ne devraient pas être l'objet d'aucune science. On entendait alors qu'étant donné que l'on ne peut pas observer l'univers en tant que totalité, on ne devrait pas produire à partir de cet objet apparemment insaisissable une vraie science. Telle était la situation lors des premières décennies du XXe siècle. Cependant, au cours des années 30 et un peu plus tard, dans les années 60, des observations cruciales ont modifié radicalement le point de vue des scientifiques par rapport à cette question, comme l'a indiqué le professeur Elbaz, montrant que l'univers est en expansion. En d'autres mots, le volume total de l'espace tridimensionnel était en train de varier avec le temps cosmique global. La conséquence de cette interprétation est que l'univers devrait avoir traversé une phase extrêmement condensée et très chaude dans notre lointain passé. Ce qui est commun à ces observations est le fait qu'elles ne font pas référence à des propriétés locales. Elles ne parlent pas de cette galaxie ou d'une autre quelconque. Elles ne se coupent pas d'effets localisés dans l'espace et dans le temps, mais au contraire, elles prétendent s'articuler pour produire cet objet formel, l'univers. Autrement dit, ces observations-là doivent être entendues comme la garantie du fait que la totalité de l'univers peut être observable en tant que telle, c'est-à-dire comme une totalité. La première grande conséquence de ces observations devait être, on s'y attendait, l'acceptation de la part de la communauté scientifique que la cosmologie devrait enfin être traitée comme science. Elle utilisait la méthode scientifique, avait un objet bien défini, enfin, elle pourrait constituer un cadre théorique observationnel, cohérent et compatible avec les schémas conventionnels de la science. Et alors, une situation un peu paradoxale apparaît. De ce que nous venons de commenter, les observations astronomiques de Hubble, Penzias et Wilson semblaient conduire la totalité univers à devenir objet acceptable dans la constitution de la cosmologie. Néanmoins, et curieusement, on a tout de suite compris que cette science naissante qui prétendait produire un discours scientifique sur l'univers, pour pouvoir être traitée effectivement comme une science, devrait abdiquer de ses prétentions premières contenues dans le programme cosmologique d'Einstein. Depuis que les observations cosmiques ont ouvert aux scientifiques les propriétés cachées de l'univers, une réaction est apparue à l'intérieur de la physique. Celle-ci consiste à introduire une restriction du rôle de la cosmologie. Elle pourrait être considérée comme science, mais elle devrait abdiquer de s'occuper de ces concepts insaisissables, la totalité, et restreindre son discours à des questions conventionnelles de la science. Sa spécificité ne serait pas liée à une profonde nouveauté sans égale parmi les physiciens, et en plus, elle devrait résister à sa tendance naturelle d'user des concepts qui n'ont que la totalité comme soutien et se limiter à considérer des situations conventionnelles de la physique.
Celle-ci se bornerait à s'occuper des processus, des phénomènes, d'objets astronomiques qui existent sur la Terre et dans la voisinage céleste, pouvant même s'étendre aux divers objets jusqu'au confins de notre Voie lactée. La cosmologie se serait réservée la tâche d'élargir ce domaine et de se constituer en physique des grandes dimensions dans l'espace et dans le temps. Une physique extragalactique. En réalité, elle devrait se borner à être telle, une physique des galaxies. Rien de plus que cela. Voilà la formule trouvée pour faire de la cosmologie une science, limiter l'étendue de son action en lui ôtant toute possibilité de pénétrer dans des régions traditionnellement liées à d'autres savoirs, à d'autres pratiques humaines, comme par exemple l'examen de la création de l'univers, qui devrait être l'objet d'études soit de la métaphysique rationnelle, soit de la théologie rationnelle. L'acceptation par la majorité de la communauté scientifique de cette subordination de la cosmologie à la physique, sans que celle-ci ne puisse introduire aucun concept nouveau, ni aucune propriété qui n'aurait pas été déjà contenue dans la physique, ou qui ne serait pas l'objet d'une théorie de la physique, a permis à la fin du XXe siècle qu'elle dispose de nouveaux qualificatifs et à partir de cela à être appelée cosmologie physique. On acheva ce qui avait déjà été commencé il y a presque 50 ans, c'est-à-dire l'abandon complet des formels de l'idée originale d'Einstein, à savoir que pour comprendre l'objet de la cosmologie, il sera nécessaire et même indispensable d'avoir des concepts nouveaux. Parce que la question principale, et à partir de laquelle toutes les autres questions s'engagent, est la suivante. Est-ce que la physique est suffisante pour comprendre notre univers tout entier? C'est par cette question que la cosmologie moderne a commencé, et c'est encore la question que nous avons devant nous. Quand la cosmologie à la fin du XXe siècle commence à jouer un rôle important dans la pensée scientifique, cette question reçoit une réponse contraire à son fondateur. Dans cette vision, l'univers doit être considéré comme n'importe quel autre système physique. Aucune propriété nouvelle n'est nécessaire. Pour ces scientifiques, les programmes cosmologiques d'Einstein ne doivent introduire aucune nouveauté en plus de ce que la physique est coutume à traiter. Et pourtant, je suis convaincu que la cosmologie doit être pensée dans une autre direction, bien plus que cette définition limitée selon laquelle elle est une physique de grande dimension. La cosmologie est aussi cela, mais elle n'est pas seulement cela. Sa fonction ne s'arrête pas là. Les conséquences de son activité vont bien au-delà. Elle a une plus grande ampleur encore dans la pensée. Elle pénètre dans une région où les discours rationnels sur le monde rencontrent son territoire des bases, son fondement. Pour comprendre cette fonction grandiose de la cosmologie, pour trouver les arguments qui soutiennent cette idée, on devrait suivre une méthode directe, mais beaucoup plus étendue que celle que j'ai pu vous offrir dans ces quelques moments de réflexion. On devrait parcourir les schémas originels de la cosmologie moderne au XXe siècle, suivre les traces laissées par Einstein dans la construction de cette science, sa façon de concevoir cette activité scientifique, la critique qu'il a reçue, finalement faire une relecture de son travail original. Au bout de ce chemin, on arrivera à comprendre la vraie fonction de la cosmologie. Ce qu'Einstein accomplit par rapport aux bases de la cosmologie moderne, c'est une critique des fondements de la physique pour construire la refondation de la physique. Voilà qu'on arrive à une nouvelle interprétation de cette science et à comprendre pourquoi elle ne peut pas se confondre avec la physique. Elle n'est pas une physique extragalactique. Il s'agit de bâtir ces fondements, les fondements de la physique, dans de nouvelles bases, c'est-à-dire refonder la science physique. C'est seulement en ce moment qu'on pourra comprendre pourquoi, par exemple, il y a plus de matière que d'antimatière et beaucoup d'autres questions semblables qui prennent du sens seulement avec ces regards globaux, cosmiques, comme par exemple, quel est finalement l'état fondamental de l'univers, la structure de Minkowski ou la structure des De Sitter. Le fait que la cosmologie a envahi tous les domaines de la physique nous montre qu'elle sert à refaire les programmes unifiés de la nature. On comprend alors pourquoi il ne faut pas accepter que la cosmologie soit la science qui traite d'une grande portion de l'espace et du temps, de la matière et de l'énergie. Elle n'est pas qu'une physique extragalactique, elle est plus que cela, elle sert à repenser la totalité du monde et par conséquence à ériger la refondation de la physique. Merci. Le professeur Delmamer, le professeur Mario Novello, et puis aussi au président de musée de bien vouloir apposer leur signature sur ce. Alors, je crois qu'il y a quelque part un